Bonjour à tous. Eh bien, voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures dans ce ZCL. Il est exactement 12h30. Nous sommes avec, comme chaque semaine, Keïssa. Bonjour. Bonjour, Dani. Avant de commencer les titres, je vais vous donner nos invités qui sont pour la plupart déjà là. Mais on va faire une petite ouverture. Ce sera la nouvelle rubrique de ce ZCL. Chaque jour, nous ouvrirons sur un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons ouvrir sur la question corse, puisque vous savez que les nationalistes corses ont remporté une écrasante victoire hier aux élections. 56,5% des électeurs ont voté en faveur de la liste PEC-Corsica, qui signifie pour la Corse. Et cette liste aura, dans la prochaine Assemblée corse qui sera installée en début janvier, 63 sièges, c'est beaucoup. Alors, cela va poser un certain nombre de problèmes, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'ouvrir le ZCL sur la question corse aujourd'hui, puisque, vous le savez, la question de l'autonomie est à l'ordre du jour aussi dans notre pays, en Guadeloupe. Et donc, les Corses vont-ils nous donner la leçon? C'est la question qui est peut-être posée aujourd'hui. En tout cas, les Corses ont des revendications qui sont importantes. Premièrement, ils veulent effectivement, dans les 10 années à venir, obtenir une autonomie pour la Corse. C'est une question qui était toujours à l'ordre du jour. Deuxième question importante pour les Corses, ils veulent aussi la reconnaissance de la langue corse comme langue co-habitante avec la langue française dans leur île. Et puis, troisième chose, les Corses réclament aussi le statut de résident pour les gens qui habitent ou qui viennent en Corse. Alors, question qui se pose bien évidemment à la lumière de ce qui s'est passé récemment à la Catalogne. Est-ce que la Corse va vouloir rompre les liens avec la France? Est-ce que la Corse va poser la question de l'indépendance? Puisqu'il faut le rappeler, Jean-Guy Talamoni, qui est à la tête de cette nouvelle Assemblée corse qui sera installé, je vous l'ai dit, au mois de janvier, est un indépendantiste, comme il y en a un peu partout, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. Est-ce que la Corse va poser la question de l'indépendance? Pour l'instant, cette question ne semble pas à l'ordre du jour. En tout cas, cette victoire des Corses laisse à réfléchir, puisque en Guadeloupe, au moment où je vous parle, aucun statut particulier n'a été dévoué pour notre pays, puisque les politiques ne se sont jamais prononcés réellement, ni pour une évolution réelle statutaire, ni pour un changement brutal. Et on sait très bien que la cause indépendantiste en Guadeloupe n'est pas majoritaire. Alors, est-ce que la Corse nous fera la leçon? Mais c'est la question qui est posée et qui reste à résoudre. Voilà pour cette ouverture. On va tout de suite passer aux ZCL habituels, puisque nous allons recevoir tout à l'heure M. Gilles Casimir. Bonjour. Bonjour. Gilles Casimir, il est coach professionnel diplômé, comme il nous l'a dit. Avec lui, nous ferons un petit peu le tour de cette profession. Nous allons recevoir aussi plus tard Jean-Luc Divial, je vous l'avais annoncé. Avec lui, pendant 3 jours, nous allons décortiquer ce pavé qu'il a lancé il y a quelques semaines. Ça s'appelle Roussikam. Je lis le sous-titre. Origine égyptienne de la langue dite créole, décryptage hiéroglyphique de nos us et coutumes. Il s'est penché avec, on peut dire, beaucoup de science sur la question du créole. Et d'ailleurs, faut-il même appeler le créole quand on lit cet ouvrage pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Donc, je serai avec Jean-Luc Divial. Avec lui, nous sommes Descatiers, Livlassa, nous sommes Haïti, Pile. On devrait recevoir aussi Monsieur Montout pour parler un petit peu de certain nombre de problèmes liés à une des associations. Mais pour l'heure, on va revenir à l'actualité et c'est tout de suite Keïssa. Bonjour encore. Nous commencerons le JT d'aujourd'hui avec l'inauguration de l'espace bien-être de Ravenshoed, une action qui s'est déroulée dans l'après-midi de samedi. À cette occasion, nous écouterons le maire de la ville du Lamentin, Jocelyn Sapoti, nous dire quelques mots. Et nous redescendrons sur la Grande Terre, plus précisément à la salle Georges Tarrer de Pointe-à-Pitre, où samedi a eu lieu un arbre de Noël organisé par la Croix-Rouge, une action mémorable qui revient chaque année. Et nous terminerons le JT du jour en partant à Marie-Galante pour le rallye des îles du Soleil. C'est la nouvelle traversée de Lanzarote à destination de Saint-Louis. La région Guadeloupe est le partenaire majeur de cet événement. Mais tout de suite, recevons Gilles Casimir et c'est tout de suite avec Danick.
Merci à Keïssa qu'on va retrouver tout à l'heure pour le développement du journal. Effectivement, on reçoit Gilles Casimir. Il faut le dire, Gilles Casimir, comme il le disait tout à l'heure, nous a un petit peu mis la pression pour le recevoir, mais c'est avec plaisir qu'on le reçoit. Il est coach professionnel. Je le disais il y a quelque temps ici même qu'il y avait de plus en plus de coachs dans ce pays, en Guadeloupe. Alors la question que je pose tout en entrée tout de suite, Gilles Casimir, un coach, ça sert à quoi? Alors bonjour Monsieur Sandronis, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Eh bien un coach, permet un accompagnement aux personnes, aux groupes de personnes ou aux entreprises dans la résolution de problématiques ou dans l'atteinte d'un objectif. Voilà, simplement. Oui, et c'est devenu nécessaire dans la société actuelle ou c'est une invention nouvelle en Guadeloupe où ça existait déjà et sous une autre forme? Je dis, pourquoi je pose la question? Parce que autrefois, quand les gens avaient un certain nombre de problématiques, de problèmes, ils allaient voir leur psy. Alors effectivement, nous avons ce phénomène de résistance. Quand on parle de coaching, maintenant quand on entend coaching, les personnes partent en courant. C'est malheureux. Alors le coaching a été créé du temps de Platon, Oui. donc c'est pas nouveau. Il y a quelques années, donc repris dans le domaine du sport pour atteindre les performances. Ensuite repris par le monde de l'entreprise pour coacher les cadres, les hauts dirigeants. Et depuis quelques années, depuis 15 ans en France, ça se démocratise. Alors votre question c'était... pourquoi on en a besoin aujourd'hui? Oui, et la différence, la frontière entre le coach et le psy. Alors c'est complètement différent. Le psy, il y a une notion de thérapie, il y a une notion de pathologie, de soins. Donc un psy a un patient. C'est quelqu'un qui est confronté à un problème aujourd'hui dans sa vie de tous les jours et qui va chercher avec son psychologue dans son passé les éléments qui ont créé ce blocage d'aujourd'hui. Le coaching, c'est complètement différent. Nous partons d'un état présent et nous voyons avec le client quel est son objectif. Le client, le patient, oui. Le client, c'est un coaché, donc c'est un client, il y a un cadre de travail, il y a un contrat dans lequel est repris donc les termes du travail, le code déontologique, éthique et la politique de confidentialité. Le coach également doit faire état de ses compétences. Un coach qui n'est pas certifié aujourd'hui, il est reconnu par personne. Vous l'avez dit vous-même, tout le monde peut s'autodéclarer coach. Alors je ne veux pas passer pour l'arrogant qui est certifié et qui se bat pour passer à la télé, mais nous avons une profession aujourd'hui qui existe. Et très peu de personnes en profitent, et je trouve ça vraiment dommage. Parce Quand vous dites très peu de personnes en profitent, ça signifie quoi? Qu'on ne fait pas confiance au coach? Non, au contraire, c'est-à-dire que le coaching aujourd'hui est utilisé par l'élite. Par l'élite aujourd'hui, il faut le dire franchement. Pas toujours. Depuis toujours, depuis le début, je vous l'ai dit. Ah bon? Les premiers clients du coaching, ce sont les cadres, ce sont les traders. Au départ, mais maintenant, aujourd'hui, ça s'est démocratisé un peu quand même. Alors c'est différent, parce que vous avez des coachs aujourd'hui, même des coachs professionnels certifiés, qui communiquent sur des événements ou qui font des séances de formation, mais ce n'est pas du coaching. À partir du moment où vous avez la phrase, entre guillemets, le conseil du coach, c'est une aberration. Un coach ne donne pas de conseils. Qu'est-ce qu'il donne? Il permet au client d'échanger avec... Un stimulateur, c'est ça? Non, du tout. Même pas? Alors, vous voulez atteindre un objectif. Oui. Le coach va vous permettre de clarifier cet objectif, de faire le point dessus, de voir s'il est atteignable, s'il est concret. Par exemple, un coach qui vous dit « je vais vous apprendre à être heureux », ça n'a pas de sens. On ne peut pas quantifier le fait d'être heureux. Le client, à quel moment il va vous dire « il est heureux ». Le coach professionnel va vous permettre de clarifier votre objectif et il va vous permettre de dégager votre propre plan d'action. C'est important. Et comment il fait ça? Parce que moi, je ne suis pas un sachant, je ne connais pas tout sur tout. Je ne suis pas expert du client. Je ne suis pas expert de sa problématique. Donc, je ne peux pas lui porter de conseils. Par contre, je suis un professionnel de l'accompagnement. Je peux lui poser les bonnes questions au bon moment. Je peux le confronter à son propre fonctionnement, à son propre mécanisme. Et il verra de lui-même, ok, dans telle situation, j'agis comme ça, je fais ça. Ok, si je veux ça, il faut peut-être que je change de point de vue ou que je change de fonctionnement. Et vous voyez que cette démarche de remise en question personnelle, de se confronter à soi-même, de se mettre devant un miroir, c'est utile à la personne, c'est utile à l'entreprise, c'est utile au chef d'entreprise, c'est utile à l'étudiant, c'est même utile à notre société guadeloupéenne. Puisque trouver des solutions, vous, moi, mademoiselle, nous savons trouver des solutions. Toute notre vie, on nous a appris à trouver des solutions. À l'école, on vous pose une question, vous trouvez la solution. Ça, c'est facile de trouver des solutions. Ce qui est difficile, c'est de se poser les bonnes questions. Lorsque j'ai un client qui est en burn-out, qui est fatigué et qui travaille de 8h à 23h et il n'en peut plus, et quand je lui demande à un certain moment, un moment précis, stratégiquement, et je lui demande, mais monsieur, vous faites tout ça pour qui? Silence. À partir du moment où il y a un silence, c'est que la question a touché quelque chose. Il y a une remise en question. Il y a des larmes des fois. Il y a des crises des fois. Et le client, en prenant un coach professionnel, il a un espace privilégié.
pendant une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, pendant un temps donné. Le coaching, ce n'est pas une béquille, ce n'est pas un thérapeute. Ce n'est pas quelqu'un sur qui vous allez pleurer. Je ne suis pas une épaule, je ne suis pas une béquille. Mais par contre, pendant cet espace, il sait qu'avec son coach, il va pouvoir se livrer vraiment. Il va vraiment pouvoir parler de ce qu'il vit, ce qu'il a comme problème, ce qu'il veut vraiment atteindre. Et en toute confiance, en toute confidentialité, il n'y aura pas de jugement, en toute bienveillance. Et aujourd'hui, vous comme moi, vous savez que si on a besoin de parler de quelque chose, à qui on va en parler? On aura des conseils. Sauf que les conseils ne valent que pour ceux... Donc, le coach il est un petit peu un confesseur. Un peu. Oui. Un peu parce que le chef d'entreprise, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il va en parler à qui de ses problèmes? Oui. Ou même madame qui vient d'avoir un enfant, qui s'occupe de monsieur, qui s'occupe de l'enfant, qui doit être séduisante, qui doit s'occuper du foyer, qui doit gérer sa carrière, qui doit gérer les enfants, les devoirs. Et c'est nécessaire d'avoir un coach pour ça. C'est-à-dire que, écoutez, est-ce que ça signifie, M. Casimir, que les gens sont devenus à tel point inopérants sur eux-mêmes qu'ils ont besoin d'un coach pour pouvoir savoir ce qu'ils doivent faire pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour leur entreprise, etc. Alors non. Vous savez quoi faire. Mais la vie aujourd'hui a changé. L'environnement est mouvant. Les choses vont très très vite. Vous croyez que vous trouvez la solution, vous mettez des choses en place et qu'est-ce qu'on dit en fait dans la vie? Quelquefois, vous prenez une calotte. Et quand vous avez pris la calotte, vous réajustez et vous faites autrement. Le coach est proactif. Il permet de gagner du temps. C'est pour cela que des hommes comme Steve Jobs, Bill Gates, tous les grands ont fait appel à des coachs. Pourquoi? Parce que ce peu de temps, ces 2 mois que vous passez avec votre coach, vous gagnez en autonomie. Vous avez appris sur vous. Vous avez appris vos blocages, vos freins, vos peurs. Donc tous les autres défis qui vont se présenter ensuite, vous pourrez les relever seul. Le coaching amène à l'autonomie. Et pour répondre précisément à votre question, comment arrivez-vous à sortir de chez vous sans vous regarder dans la glace? Si vous n'avez pas de glace pour voir comment vous êtes habillé, si vous n'avez pas une tache de dentifrice ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à votre conjoint. Mais vous avez besoin de regard extérieur. Aujourd'hui, avec la vie de maintenant, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de regard extérieur parce que tout va très vite. Tout va trop vite. Et cet espace de stop, pause sur le chaos, pause sur tout ce qui arrive. Je m'assois, je suis avec mon coach. Je fais le point moi-même parce que le client, le coaché est l'acteur. Je vous rappelle, je ne suis pas là pour lui dire quoi faire. Mais cet espace aujourd'hui n'existe plus. Et aujourd'hui, vous pensez que dans la société guadeloupéenne, nous sommes arrivés au point justement où il faut nécessairement des coachs pour toute la société, pour une catégorie de personnes, pour les cadres, pour les personnes, pour les chômeurs, pour les non-chômeurs. À quelle catégorie vous vous adressez directement? D'une manière générale, je parle bien sûr. Alors, le coaching s'adresse à tout le monde, tout dépend de la demande. Il y a certaines demandes qui ne peuvent pas être traitées par le coaching. Mais à vous entendre, ce serait un aveu de faiblesse. Non, non, pas du tout. Il faut pas le faire parce qu'on s'adresse là à des milliers de personnes. Alors, vous l'imaginez. Donc, moi, je me fais l'avocat du diable. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions que les gens qui nous regardent peuvent se poser parce que tout le monde n'est pas encore arrivé au stade de se poser la question de l'utilité du coach. Donc, nécessairement, quand je vous fais venir ici et que je vous interroge au nom de ces milliers de personnes qui nous regardent, qui veulent savoir, bon, même c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il fait nous? C'est ça la question. Alors, déjà... Ça peut peut-être allumer une étincelle. Je vous invite à aller en ligne, chercher coach professionnel certifié. Vous aurez beaucoup de choses. Pas vous, mais les milliers de personnes. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a une demande qui s'ignore dans notre société. Il y a une forte demande qui s'ignore. Et il n'y a pas une personne à qui on ne parle pas du vrai coaching qui ne se dise pas « Ah, mais c'est sans bizarre ». Pourquoi je dis que cette demande s'ignore? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des phénomènes de souffrance au travail, de violence intrafamiliale, de jeunes dans la rue. Nous avons tout un tas de problématiques. Nous sommes une société qui ne se nourrit pas, qui n'arrive pas à être autonome pour un bien vital comme l'eau, qui est confrontée à des problèmes de violence, de chômage. Et nous cherchons des solutions partout. Nous cherchons des solutions partout. Nous les cherchons à l'Élysée, nous les cherchons partout, sauf en nous. Comme si la solution pourrait venir de l'extérieur. J'en veux pour preuve, ces 3, 4, 5 dernières années, on a beaucoup parlé de coaching. Beaucoup de personnes se sont autodéclarées coach et ont donné des solutions toutes faites à tout le monde. Oui. Vous voulez garder votre femme, venez à tel espace, je vais vous donner les recettes pour garder votre épouse. Oui. Ça fonctionne ou pas? Écoutez, est-ce qu'une solution est possible pour tout le monde, sachant que chaque être humain est différent et chaque être humain a sa vision de la réalité? Est-ce que c'est possible?
Non, mais c'est la question que je pose. Ben, je vous réponds, mais non. J'ai- Il n'y a pas une recette du bonheur, il n'y a pas une recette pour vous comme pour moi. Peut-être que l'épanouissement, ce que je considère comme réussi en ma vie, pour moi, n'est peut-être pas la même chose pour vous ou la même chose pour mademoiselle. Nous sommes tous différents. Oui, Donc, quand quelqu'un se met sur une estrade et dise voilà, il faut faire ça, vous vous caressez le lobe de l'oreille pendant une demi-heure devant le miroir en vous disant vous êtes belle, vous serez heureuse toute la journée, ça n'a pas de sens. Et pourquoi je suis là? Ben, c'est pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire ce métier existe, les grands, les puissants l'utilisent, vous pouvez aussi l'utiliser, même s'il est très cher, mais cet investissement en vous, il n'existe pas ailleurs. Oui. Vous le mettez dans des voitures, dans des maisons, dans plein de choses. Et combien d'euros avez-vous déjà mis en vous pour vous comprendre votre mécanisme, comprendre votre vision du monde et comment vous abordez tout ce qui se passe autour de vous? Alors, on va prendre un exemple concret. Souvent, on fait appel à des coachs pour régler le problème du stress, par exemple. Le stress avant l'examen, le stress avant un premier emploi, etc. etc. Alors, d'un cas précis, quelle est la démarche, j'ai envie de dire initiale, d'un coach? Non pas en général, puisque chaque cas est particulier, mais enfin, il y a une méthodologie quand même. Oui, alors le client doit exprimer une demande. S'il il est victime de stress au travail, c'est très courant. Aujourd'hui, c'est une des principales problématiques. Alors le stress est naturel. Oui. C'est quelque chose de normal. Voilà. Et on le vit comme une pathologie, sauf que c'est quelque chose de normal. Le client a un point de vue sur ce qui l'entoure. Il vit les choses d'une certaine façon. Alors, vous vouliez un exemple concret. Ben voilà, je vous donne un exemple concret d'un client que j'ai coaché à Paris. Par téléphone, je coach beaucoup par téléphone. Et ce client est très stressé, il n'en peut plus, il va exploser. Ce sont ses termes. Alors, nous échangeons parce que le coaching, c'est une relation. C'est une relation que vous avez avec votre... Nous échangeons. Et il me dit que tous les jours, il finit à 20h. Je lui dis, d'accord, vous finissez à 20h. Et tous vos collègues finissent à 20h? Ah non, ils finissent pas à 20h. D'accord, très bien. Et quelle est l'heure de fin de travail? 16h30. Mais tout de suite, il commence. Ah, mais c'est normal, pour réussir, il faut finir à 20h. D'accord, je comprends. Et est-ce que vos collègues ont les mêmes résultats, atteignent les objectifs comme vous? Silence. Oui, effectivement. D'accord, donc vous me dites qu'ils sortent à l'heure et ils ont les mêmes résultats. Très bien. Et puis, pas besoin d'aller plus loin. Le client, il est en prise de conscience. Il remet son fonctionnement en compte et dans la séance d'après, il va peut-être se dire, bon, avant la prochaine séance, coach, je vais essayer de partir à 16h30 et je vais voir ce que ça donne. Parce que pour lui, dans sa représentation de la réalité, dans sa vision du monde, s'il ne fait pas plus que les autres, il n'est pas plus productif. Sauf que dans les faits, vous lui montrez. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vous vois d'une certaine façon, je vois la caméra là. Si je me mets du côté de mademoiselle, nous aurons deux points de vue différents de la même chose. Et c'est en cela que nous avons besoin de ça, parce que les hommes et les femmes de Guadeloupe aujourd'hui, ils sont confrontés à des défis tous les jours, à des problématiques. Mais dites-moi, vous amenez à la réflexion le client, Oui. si je puis dire. Vous amenez le client à la réflexion, mais est-ce que vous apportez des solutions? Alors Comparativement au surtout psychologue, pas. vous n'apportez Alors pas... surtout pas. Et c'est une frontière qui est allègrement franchie par beaucoup de coachs et même des coachs certifiés. Parce qu'en tant que coach, ça fait du bien à l'ego. Si moi, Monsieur Casimir, vous m'appelez, je vous dis quoi faire, ça me fait du bien à moi. Mais est-ce que ça vous fait du bien à vous? Lorsque vous demandez à un proche, à une amie, à une collègue, à vos parents un conseil, ce conseil, quand vous commencez à l'appliquer, il dure combien de temps? Ou même quand vous allez voir le soi-disant coach qui vous donne la technique pour être heureux, ça dure combien de temps? Ça dure jamais longtemps. Parce que le conseil donné par quelqu'un est tiré de l'expérience de cette personne. Moi, si je vous donne un conseil, ça veut dire que je suis un sachant, je connais tout de tout. C'est pas possible. La bonne solution, vous la connaissez. Vous l'avez en vous. Vous savez ce que vous voulez vraiment. Et comme je vous disais tout à l'heure, le plus dur, c'est de faire émerger cette solution. J'ai eu une cliente qui voulait changer de travail. Elle était sûre, elle voulait changer de travail. C'était son objectif. Et finalement, elle s'est rendue compte, à force d'échanger, que ce n'était pas ça son problème. C'est qu'elle explosait parce qu'elle n'arrivait pas à trouver du temps pour elle. Mais trouver du temps pour une femme guadeloupéenne aujourd'hui, c'est pas évident pour les femmes en général. Et puis il y a le poids de l'histoire, de la culture et tout ça. Prendre du temps pour soi en tant que femme, c'est culpabilise, elle culpabilise. Donc lorsque cette cliente se rend compte, effectivement, le coach m'a dit, bon, aujourd'hui de 15h à 16h, j'ai vu avec lui, il faut que je prenne du temps pour moi. Je me suis engagé auprès de lui, en plus je le paye très cher, je vais essayer.
Et après, on débriefe ensemble. Ok, comment ça s'est passé? Monsieur, est-ce qu'il a mal vécu ça? Les enfants. Et puis, on déconstruit comme ça des croyances qui sont limitantes. Parce que nous en avons tous, et vous, monsieur Zandonis peut-être aussi, ou certains clients, ont des croyances sur le coaching. Et c'est pour cela que je me bats. Je me bats, et d'autres le font aussi. Il y en a plein qui sont en train de se former à ce métier parce qu'on en a besoin. Alors précisément, comment on détecte un faux coach ou un mauvais coach? Parce que visiblement, vous me dites qu'il y a des coachs un peu fantaisistes. On en a reçu ici il y a quelque temps, je me souviens, c'était pour une grande messe, une double grande messe, une dame était venue. Il y a des coachs qui sont, vous le dites vous-même, qui sont comme vous diplômés. Et même ceux qui sont diplômés, vous dites quelquefois, ce ne sont pas les meilleurs. Alors, quel est le paramètre qui permet de dire j'ai en face de moi un bon coach? Alors, comment dit, je vais vous répondre précisément et je ne veux surtout pas juger les confrères ni être trop dur, je n'ai pas la science infuse. Mais ceci dit, cette profession, elle est réglementée. Ouais. Avant, il y avait tout et n'importe quoi, donc le ministère du Travail a réglementé cette profession. Donc, la profession s'appelle coach professionnel certifié. Ce n'est pas un diplôme, c'est une certification reconnue donc par le ministère du Travail et qui vous permet d'être... Alors, excusez-moi de couper, il y a une progression, enfin il y a un moment d'études, on apprend, complètement. On apprend un job. Oui, c'est un métier qui s'apprend, c'est du niveau Master 2, Bac plus 5. D'accord. Et depuis peu, ils l'ont rétrogradé à Bac plus 4. Alors, pour vous répondre précisément par rapport au coach, dès qu'un coach n'est pas professionnel certifié, il a suivi peut-être des formations, ou il est certifié d'un tel ou d'un tel. Mais coach professionnel certifié, vous devez demander au coach tout de suite quelle est son école, pourquoi, quel est son historique aussi, quel est son rapport à la profession, qu'est-ce qui a fait de lui un coach. Vous devez lui demander également est-ce qu'il est supervisé, parce que vous pouvez faire des dégâts considérables dans la vie des clients. Un coach se doit d'être supervisé et régulièrement. Là, ça va, bien entendu. Oui. Là, mes connaissances sont encore... J'ai 1 an d'expérience, donc mes connaissances sont claires. Elles sont limpides du métier. Donc, je suis encore, mais après quelques années, ça va s'effriter. Et puis, à force de voir tout le temps des clients, on a besoin de mise à jour. Une dernière chose, encore, lorsqu'un coach met en avant un outil, ça aussi, c'est délicat. Coach en PNL, coach en ceci, coach en cela. Vous savez, les outils, le coaching, on dispose énormément, il y a etc. d'outils. Mais si mon client a besoin d'une pelle pour avancer, peut-être que notre aura besoin simplement de marteau. Tout dépend de la pertinence de l'outil par rapport à la stratégie que vous voulez voir avec lui. Donc c'est tout ça qui fait que c'est une vraie profession. Je vous ai dit, il y a des personnes qui payent beaucoup d'argent pour se former, qui font de longs voyages pour être certifiés. Et c'est pour cela que je cogne, je toque à la porte des médias pour faire connaître ces professions et lever tous les amalgames. Alors, souvent, les coachs de plus en plus proposent soit des conférences à grand spectacle, soit des séminaires. Séminaires, par exemple, d'incentive. Par exemple, pour une entreprise, on dit, on réunit 4-5 personnes de l'entreprise ou une dizaine, et là, on va pendant une demi-journée les coacher de manière à ce que l'entreprise soit de plus en plus rentable en tenant compte du fait que les gens qui sont dans l'entreprise ne permettent pas à l'entreprise d'avancer assez vite. Est-ce que cette méthode, la méthode du séminaire de coach, c'est une méthode que vous pratiquez et qui est valable? Alors, le coaching individuel existe, on en a parlé jusqu'à présent, il existe le coaching d'équipe en entreprise, que je pratique également, enfin que j'exerce également. Mais c'est différent d'un séminaire. Un séminaire, c'est quelqu'un d'un pupitre, c'est un peu comme une conférence, et qui fait état de son savoir. Et là, on n'est plus dans du coaching. Vous savez, les coachs professionnels, il y en a 2000 en France. Il n'y en a pas énormément. Donc, il est rare de trouver des coachs professionnels qui ne fassent que ça. 80% d'entre eux ont une autre activité à côté. Donc, ils sont formateurs, ils sont consultants, des choses comme ça. Un consultant dans une entreprise, il vient, il fait état de son expertise et il dit voilà, on fait ça comme ça. Le formateur, il met les gens en forme. Il leur descend un savoir pour qu'ils puissent l'utiliser. Et le coach, c'est différent. Le coach, il va observer l'entreprise. Il va voir le fonctionnement de chaque membre de l'équipe. C'est du coaching d'équipe. Et ensuite, en fonction de l'objectif, il va aider cette équipe à atteindre cet objectif. Vous voyez que c'est quelque chose de carré, c'est quelque chose de pragmatique, c'est quelque chose de... On est dans l'action au niveau du coaching. On n'est pas dans des préceptes comme ça qu'on délivre. Donc, répondre précisément à votre question, un coach d'un pupitre qui vous dit qu'il faut faire ça, ce n'est pas du coaching. Pas. Mais attendez, ce n'est pas que je n'y crois pas. Ce n'est pas Casimir qui fait le beau à la télé. Oui. Ce n'est pas du coaching. Ce n'est pas moi qui le dis. D'accord.
C'est clair, ce C'est n'est pas du du métier coaching. qui détermine que c'est pas qui ça, Non, il y a des autorités, monsieur. Oui, Il y a bien des autorités, oui. qui ça. Oui, bien sûr. Oui, est-ce qu'un chef d'entreprise peut faire appel à un coach pour ses salariés? Ce sont les premiers clients, les chefs d'entreprise pour eux et surtout pour les salariés. Je reviens d'ailleurs d'un processus de coaching dans une entreprise avec 6 collaborateurs. La vie change. La vie change complètement. Vous savez, on passe beaucoup de temps au travail. Y aller à reculons, y penser le soir, ne pas dormir, ça s'appelle de la souffrance. Et quelquefois, je vais vous parler de quelque chose très rapidement qui s'appelle la projection psychologique. Oui. C'est-à-dire qu'on en veut quelquefois à notre collègue, on en veut à notre voisin, on en veut à l'autre pour quelque chose en fait qui en fait est en soi, qu'on n'a pas réglé soi-même. Et il y a des non-dits comme ça, il y a des sortes de malentendus qui créent de la souffrance. Et quand on libère la parole, quand on permet au client de se livrer, ok c'est ça, qu'est-ce qui t'a dit que c'est ça? Silence. Il se rend compte en fait que non. C'est lui qui voyait ça comme ça. Et ça libère les choses. Et les personnes se permettent après, enfin elles arrivent à être elles-mêmes. Combien coûte une séance de coaching aujourd'hui? Le coaching coûte très cher. Entre 80 et 150 euros la séance individuelle. Oui. Pour une personne seule. Et le processus de coaching va de 10 à 12 séances. Donc il faut compter entre 1000, oui ça coûte très cher. Pour 1 heure en entreprise, c'est 700 euros. 1 heure. Là, je vous donne des prix de l'Hexagone. Bien sûr. Mais en Sauf- entreprise aussi, ça s'étale sur plusieurs Oui, tout à fait. séances. Oui, Et en tout- entreprise, c'est combien de séances? Alors, je vous dis entre 500 et 700 euros l'heure. D'accord. L'heure. Pour 10 à 12 séances, c'est ça? Ouais. Enfin, D'accord. ça peut être moins. Vous savez, il y a un contrat et le client peut sortir à tout moment. Justement, j'allais vous poser la question, à quel moment le client ou le coach qui décide que ça y est, c'est bon? Alors, le client peut décider d'arrêter à tout moment et le coach également. Si j'ai un client, sa tête ne me passe pas du tout, je n'arrive pas à le supporter, je vais lui dire, écoutez, monsieur le client, j'ai du mal, on va arrêter, je vais vous rembourser la dernière séance. Et inversement. C'est une relation, le client doit choisir son coach. Pourquoi c'est aussi cher? Et ce n'est pas remboursé par les OPCA, ce n'est pas remboursé par les organismes qui payent les formations. Et pourtant, les entreprises y vont, et depuis très longtemps là-bas. Ici, il faut bien comprendre, je ne veux pas être méchant ni trop dur, mais c'est un fait, nous sommes en retard là-dessus. Il faut l'entendre. Et c'est pour cela que je suis là. Un chef d'entreprise qui va mettre autant d'argent, tous ses collaborateurs, vous n'imaginez pas le gain en performance après. Parce que remarquez que dans les entreprises, quelquefois, la performance périclite, et pourtant les gens savent faire leur travail. Ils savent quoi faire. C'est que le problème est ailleurs. Le problème, il est humain. Bien sûr. Il Voilà. est toujours humain le problème. En tout cas, Gilles Casimir, on a été content de vous entendre. Et j'imagine que les Guadeloupéens et Martiniquais, ceux qui sont en France, qui vous regardent aujourd'hui, en sont satisfaits. Et puis sauront désormais savoir du bon ou du mauvais coach sur lequel choisir, en espérant qu'ils vont choisir toujours le meilleur. On vous remercie d'être venu. Il est 12h57 minutes déjà. On a le temps de développer juste un titre. Juste un titre, ensuite nous prenons une page de pub. Voilà, c'est parti. L'espace thermoludique René Toribio a ouvert son espace bien-être. À cette occasion, samedi a eu lieu l'inauguration de ce nouvel espace. Une présentation des différentes cabines et des prestations qui vous seront proposées a été réalisée. Écoutons le maire du Lamentin, Jocelyn Sapoti, au micro de Stanley Manicor. On a présenté la phase 2, on va dire ça c'est la phase 1,5, juste avant la phase 2, où là on est dans un espace bien-être qu'on vient d'ouvrir à Ravenshood, couplé avec l'eau de Ravenshood, parce que je dis, on est différent des autres. Nous, on offre une prestation où vous avez des soins de remise en forme, de bien-être, ça fait rêver, je viens d'aller regarder ça, où on vous prend en main, soins du visage, soins du corps, pour vous déstresser, zen attitude, mais on vous offre ça, en même temps on vous offre des prestations dans la piscine de Ravenshood, ça peut être de la baignade, ça peut être aussi d'autres activités, on a aussi un kinésithérapeute qui fait de la balnéothérapie, on a tout ça, donc on dit aux gens, venez à Ravenshood, on vous prend en main. Et avec Ravenshood, ce ne sera plus la peine de prendre des médicaments pour dormir ou vous soigner. Vous pourrez vous soigner grâce à l'eau de Ravenshood. Et je suis sûr que vous venez prendre un petit bain à Ravenshood, vous dormez comme un bébé après ça. Puisque l'espace sera ouvert du mardi au samedi, nous allons proposer toute une gamme de soins corporels et de soins dédiés au bien-être à nos clients. Voilà, donc il s'agira d'une première gamme de services, puisque, comme vous le savez, il s'agit d'un projet plus large sur lequel la commune continue à investir, mais là, déjà dans un premier temps, donc des soins du corps, des soins du visage et aussi des soins esthétiques.
Donc on continue la réhabilitation et au fur et à mesure, on propose de nouveaux services à notre clientèle. Donc là, c'est vrai qu'avec cette nouvelle offre, on s'inscrit pleinement dans la vocation première de l'établissement qui est le bien-être, qui est de faire du bien aux personnes, du bien au corps, mais c'est aussi le bien de l'esprit. Donc c'est vrai que pour l'instant, on disposait des bassins dans lesquels on avait une première offre et puis là, ça vient en complément. Il n'y a que Ravine Chaude qui peut offrir les prestations que Ravine Chaude offre aujourd'hui pour les Guadeloupéens. D'abord, nous voulons d'abord faire plaisir aux Guadeloupéens, faire plaisir aux Lamantinois et à tous ceux qui peuvent venir et qui veulent venir du monde entier pour pouvoir profiter des bienfaits de cette eau de Ravine Chaude qui est une eau quand même aux vertus exceptionnelles. D'accord, donc aujourd'hui on veut... Et voilà, il est 13h sur Canal 10. Merci à tous et à toutes de nous écouter, mais aussi de nous regarder sur le ZCL, mais aussi sur C10FM 103 et RHT 89.8. On se retrouve après la pub. Voilà, retour sur le plateau du ZCL et je vous rappelle, il est 13h07 en direct de RHT, Radio Haute Tension, mais aussi en direct de C10FM avec notre ami Jeff Taylor. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va consacrer aujourd'hui, demain et après-demain 3 émissions spéciales sur le SICAM. C'est cet ouvrage, cette Bible qui vient de paraître dans l'auteur et avec nous, Jean-Luc Divial. Bonjour. Bonjour. Avant de parler avec Jean-Luc Divial et d'échanger avec lui, rapidement, un rappel des titres. L'information du jour. Et nous avons commencé le journal d'aujourd'hui avec l'inauguration de l'espace bien-être de Ravine Chaude, une action qui s'est déroulée dans l'après-midi de samedi. À cette occasion, nous écouterons le maire de la ville du Lamentin, Jocelyn Sapoti, nous dire quelques mots. Et nous redescendrons sur la Grande Terre, plus précisément à la salle Georges Tarrère de Pointe-à-Pitre, où samedi a eu lieu un arbre de Noël organisé par la Croix-Rouge. Une action mémorable qui revient chaque année. Et nous terminerons le JT du jour en partant à Marie-Galante pour le rallye des îles du Soleil. C'est la nouvelle traversée Lanzarote à destination de Saint-Louis. La région Guadeloupe est le partenaire majeur de cet événement. Voilà, merci donc à notre ami qu'on va retrouver tout à l'heure. Alors, je vous l'ai dit, on en a parlé depuis plusieurs jours. On a parlé encore vendredi dernier avec Thor Poulet. On en a parlé avant de ce Roussicam qui est, de notre point de vue, un ouvrage essentiel pour ce qu'on nous appelions jusqu'à aujourd'hui le créole. J'ai fait venir Jean-Luc Divial qui est l'auteur de ce pavé. Il est assez lourd quand même, plus de 500 pages. Jean-Luc Divial, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a qui vous a pris d'écrire cet ouvrage? On se lève un matin, on se dit, bon, rail écrit en Roussicam. Comment c'est parti de quoi? Alors, très bonne question. Je serais tenté de dire que moi-même, je ne sais pas. Ah bon? Mais en fait, soyons sérieux. C'était pour le petit clin d'œil humoristique. Il se trouve que depuis très jeune, je m'intéresse à l'Égypte. Et c'est pourquoi je dis souvent en préambule de mes interventions aux parents, quand ils trouvent des livres intéressants, de ne pas hésiter à les acheter, même si eux, ils n'ont pas le temps de les lire. Parce que c'est exactement comme ça que ça s'est déroulé pour moi. Mon père, il aimait beaucoup lire. Il achetait des livres, mais il n'avait jamais le temps de les lire. Et moi, le mercredi, je les lisais. C'est comme ça que j'ai commencé, vers 7-8 ans, à m'intéresser à l'Égypte. Et je m'étais fait une promesse, c'est qu'un jour, je saurais lire les caractères hiéroglyphiques et je saurais aussi les écrire. Et ce cheminement a été assez long et à partir du moment où ils ont commencé à dispenser des cours en Guadeloupe, parce que quand j'étais étudiant là-bas, j'ai cherché, mais bon, comme j'étais dans le sud-ouest et que là, ça se passait surtout à Paris, au niveau du Louvre et tout, j'avais pas d'opportunité. Et puis, donc, j'ai commencé à m'y consacrer il y a à peu près une douzaine d'années.
Et le premier séminaire qui a été organisé, il y a quelque chose qui a sonné chez moi comme une évidence. C'est que j'ai vu la construction des phrases et je me suis dit, ça, il y a quelque chose il y a une symétrie par rapport à notre façon de construire nos phrases sujet, verbe, complément dans la langue dite créole. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est pas une erreur, c'est pas un oubli non plus, je voulais vous entendre avant. Alors, ça s'appelle Wuxikam et origine égyptienne de la langue dite créole. Eh bien, il se trouve, contre toute attente, que cette langue qu'on nous présente comme une langue d'origine européenne et d'origine française, ce n'est pas une langue issue des langues romanes. C'est une langue qui est une langue bantoue, une langue africaine. Et on se rend bien compte, en lisant les travaux des chercheurs, qu'ils parviennent à établir certaines correspondances avec les grandes langues romanes, mais il y a tout un pan de la langue qui est inexplicable par ce biais-là. Et c'est de là que j'ai choisi de m'émanciper de cette vision et de rentrer pleinement dans la recherche des origines de cette langue, dans le cadre africain, dans le cadre bantou. Et il se trouve justement en me disant la chose suivante, si cette langue, elle n'est pas d'origine française, elle n'est pas d'origine européenne, alors il faut lui appliquer les règles de grammaire qui s'appliquent aux langues bantoues. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont déclenchées. Donc cette langue, contre toute attente, n'est pas une langue qui s'est formée dans l'espace, les bateaux, voilà, ouais, ou dans les possessions françaises d'exploitation sucrière. C'est une langue que nos ancêtres maîtrisaient déjà, et la seule chose la seule incidence de l'européen, c'est d'avoir provoqué les conditions de l'intégration d'un lexique français dans cette langue. Comment ça se passe? C'est que les anciens, ils arrivent avec un lexique complet de leur langue, mais les nouvelles générations, quand ils arrivent, ils n'ont pas ce recul, ils n'ont pas le lexique de leurs parents, et ils ont tendance à substituer le vocabulaire ancien à des mots français. Et c'est ce qu'on appelle le créole à base lexicale française, oui. Mais en réalité, la grammaire est typiquement africaine, et le mode de construction, c'est-à-dire la sémantaxe, la façon dont nos ancêtres avaient, la vision qu'ils avaient du monde et qui influe sur leur façon de construire leurs mots, eh bien c'est la même qu'on retrouve, même dans un contexte où le français commence à se montrer dominant. Alors, allons reprendre les choses par le commencement. On prend les Africains d'une manière générale. J'aime pas tellement le dire parce qu'il y a des peuples africains qui sont différents. Donc, d'après vos recherches et ce que vous dites dans l'ouvrage, ces Africains, quand ils sont déportés aux Amériques, au Brésil, en Guadeloupe, enfin dans les îles, etc., ont déjà une langue originelle. C'est une langue originelle qui peut être soit Peul, soit Bantou, etc., Yoruba, enfin, toutes les langues africaines qu'on connaît, sont des langues qui sont originellement égyptiennes. Même avant, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le négro-égyptien ou le proto-bantou, c'est-à-dire la langue source qui a accouché de toutes les nuances, c'est la même langue, hein, oui, bien sûr. De toutes les nuances. Et vous voyez qu'il y a des classifications coloniales qui sont apparues entre langue bantou, langue soudanaise, et moi quand j'explore et quand je fais mes analyses, j'utilise aussi bien les langues dites soudanaises que les langues bantoues, et je retrouve les mêmes racines. Il y a un tronc commun. Voilà, ce qui démontre que ce sont les mêmes racines. Oui. Ce sont les mêmes racines. Alors, pour comprendre, je parle de l'origine des Guadeloupéens. Oui. Nos origines remontent à environ, en tant qu'homme moderne, 180 000 ans dans la région des Grands Lacs africains. Ensuite, nos ancêtres vont vivre là jusqu'à peu près à moins 40 000. Et ils vont commencer à remonter les berges du Nil, parce que c'est dans la région des Grands Lacs africains que se trouve la source du Nil. Oui. Et ils vont remonter progressivement et ils vont jusqu'à arriver dans une zone qui est très boisée, habitable, qui s'appelle le Sahara. Mais vers moins 20 000 ans... À l'époque, le Sahara n'est pas encore un désert. C'est un territoire de cocagne. Oui. C'est vraiment un pays merveilleux. Mais avec le début de la désertification du Sahara, eh bien, la population va se rabattre sur la vallée du Nil, et certains vont descendre dans la région du Soudan. C'est-à-dire, quand je parle du Soudan, je parle
aussi bien. Alors, pour comprendre le Soudan, il faut prendre le Soudan actuel, le Tchad, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, tout ça, ça fait partie du Soudan. La Guinée, tout ça, ça fait partie du Soudan. Donc, ils vont rentrer dans cette zone qui, à l'origine, est une zone où il y a de l'eau, donc cette terre n'est pas habitable, mais au fil des siècles, à force de dépôts d'alluvions par le Nil lors des crues, cette terre va être terrassée et les gens vont commencer à vivre dans cette région-là, vers moins 20 000 ans, jusqu'à à créer la civilisation que nous connaissons, la civilisation pharaonique avec les constructions monumentales en pierre de taille. Oui. Voilà. Alors, l'autre souci, l'autre chose qu'il faut préciser, on oublie quelquefois, c'est l'origine de l'homme. Oui, ça coïncide en fait. Oui. Ça Tout coïncide. le monde est noir au départ. Hein. Oui, tout le monde est noir parce que la nature ne fait pas les choses par hasard. Il faut une complexion de couleurs pour permettre à l'homme de résister dans cette région où de la région du Midi, la région de l'Équateur, où le soleil darde en permanence. Et ensuite, au fur et à mesure que l'homme quitte l'Afrique et va conquérir d'autres territoires, le phénotype s'adapte chaque fois au contexte géographique. Alors je voulais rajouter, nos ancêtres vont vivre dans la région du Nil jusqu'environ à 650 avant Jésus-Christ, là où commencent les grandes invasions des Perses, des Grecs et puis plus tard des Romains. Et à ce moment-là, le conseil du roi, puisque l'Égypte c'est un État fédéral, ils vont venir trouver le roi et lui dire non, on ne peut plus continuer à diriger dans ces conditions-là, il faut rentrer sur la terre de nos ancêtres. Et donc, il va y avoir un exil qui va se produire dans cette période-là. Nos ancêtres vont revenir. D'abord, on va les retrouver à Méroué, Napata, et ensuite ils vont descendre plus profondément dans l'Afrique et fonder un empire avec plusieurs royaumes dont on ne nous parle pas souvent et qui s'appelle l'Éthiopie intérieure. Alors je vous ai communiqué des cartes que vous pourrez On va peut-être voir les cartes qui sont voilà, parce que et vous allez vous rendre compte que cette Éthiopie intérieure, voilà, vous voyez, c'est le territoire qui est en jaune. Oui, vous voyez, en haut, en rose, c'est le Soudan. Alors ici, c'est un carnet de voyageurs, c'est un carnet de conquistadors, on va dire. Donc c'est déjà, vous voyez, on touche carrément le milieu de l'Afrique du Sud par le bas et on touche la zone de l'Ouganda, le Congo et tout. Et tout ceci, c'est un gigantesque territoire. Alors là, il faut rajouter l'Angola et tout et remonter jusqu'au niveau du Gabon. Alors, si on peut voir la carte suivante. Alors voilà, ça c'est des cartes qui datent de la première, qui datent des débuts de la cartographie européenne. Et vous voyez, ce territoire qui est inconnu des Européens, c'est un gigantesque empire. Et c'est de cette région-là où les gens parlaient la même langue, c'est-à-dire que c'est un empire avec plusieurs royaumes, avec la famille royale, c'est-à-dire le roi des rois qui habite la région du Congo. Et tout cet empire parle la même langue. Et il se trouve que c'est dans cette région-là que majoritairement, tous ceux qui aujourd'hui sont des locuteurs de la langue dite créole ont été capturés. Alors on retrouve aussi certains qui ont été capturés dans le territoire du Mali, du Sénégal. Hein. Ça, ceci, ou bien en territoire Fulbé. Hein. Ceci n'est pas exclu. Mais la majeure partie de nos ancêtres proviennent de cette région-là. Alors, donc, pour résumer un petit peu ce que vous dites, ces langues africaines ont la même matrice au départ. Oui. Après, il y a une diffraction, ça va un petit peu s'éparpiller, mais ces langues-là, puisqu'on le trouve dans votre ouvrage, arrivent à quelquefois des similitudes qu'on prend du Swahili, ou on prend du Kikongo, ou une autre langue, ou du Yoruba, en tout quelquefois, des similitudes. Mais alors, ce qui nous intéresse en tant que Guadeloupéens, quelle est l'importance de ces langues-là dans la matrice de la langue créole, ce qu'on appelle la langue créole guadeloupéenne. Alors, ce qui nous permet de le retrouver, c'est la grande intelligence des scribes de l'époque de nos ancêtres de la vallée du Nil, qui, eux, avaient bien compris que ce qui est fixe dans un mot, ce sont les consonnes. Et donc, ils fixaient les mots avec les consonnes. Et les voyelles sont
sont instables. Oui. Et donc, ce qui fait que vous pouvez trouver un mot avec des voyelles en et dans une langue et retrouver du a ou du ou, du o dans une autre langue. Mais c'est pas ça qui change en réalité le mot. Et c'est la même langue. C'est ce qui fait que, par exemple, des gens qui parlent lingala, quand ils vont chez les Chiluba, ils comprennent. Les gens qui parlent Kikongo, ils comprennent le lingala. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pourquoi on dit que c'est une même langue. C'est-à-dire que c'est comme si on me disait que moi, si je vais en Haïti, je ne peux pas me faire comprendre. Vous voyez ? Oui. Or, il y a des nuances, il y a des subtilités au niveau du parler en Haïti par rapport au mien. Mais je comprends, je peux me faire comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est comme cela que, en se répandant sur un immense territoire, on aboutit à des nuances, mais d'une même langue. Voilà. Et donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, pour répondre à votre question, de savoir que nos mots proviennent principalement de l'égyptien ancien, ensuite aussi du lingala, du kikongo, et par exemple de langues comme le bambara, un peu de wolof, et puis on a aussi un peu des langues fulbe. Ça dépend du territoire où provenaient majoritairement les gens qui ont peuplé tel ou tel territoire. Alors, autre chose qu'on note dans votre ouvrage, qu'on le suit très bien, c'est que non seulement ce qu'on appelle le créole serait originaire de ces régions de l'égyptien ancien, etc., mais les langues européennes aussi ont une racine dans ces langues égyptiennes. Ah bien, tout à fait, tout à fait. Par exemple, nous prenons le mot ngwa. Nous prenons le mot ngwa qui signifie l'eau. Oui. Eh bien, ce mot pour nous devient angwe. Oui. D'accord ? Angwe, cette sensation que vous avez quand vous avez mangé quelque chose et que vous avez le sentiment que ça vous dessèche la gorge, vous avez envie de boire. Oui, quoi dire angwe. Voilà. Mais ce angwe, c'est ce qui donne aqua en latin, c'est ce qui donne agua en espagnol, et ça va beaucoup plus loin. Oui. Parce que quand vous arrivez et vous regardez le squelette consonantique, c'est-à-dire que vous prenez les consonnes du mot ngwa, et vous retrouvez exactement la même structure dans Niagara, qui sont les chutes des États-Unis, oui. et qui sont censés être un nom donné par les natifs américains, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Indiens d'Amérique. Oui. Vous voyez ? Donc, c'est pour dire que cela va très loin. Et avec uniquement un mot, c'est-à-dire le mot terre, ta, to, ou tana, ou tanya, suivant ses évolutions, on peut suivre l'homme à la trace de son enracinement en Afrique jusqu'à sa sortie, et on peut suivre toutes les migrations en Asie, en Europe et dans le Nouveau Monde. Donc, les langues, par exemple le latin, finalement, n'est pas plus une langue européenne qu'une langue humaine, finalement. Alors, c'est une langue humaine, et puis je vais vous dire, c'est extraordinaire de voir que les Africains qui parlent Kikongo, oui. Quand ils sont en cours de latin, ils sont brillants. Pourquoi ? Parce que le professeur, il parle du haut de son érudition et de son expérience. Il peut citer un texte, lire un texte à ses étudiants ou à ses élèves. Les élèves français font l'effort de capter, de comprendre et de faire des versifications pour comprendre ce qu'ils disent. Mais pour l'étudiant Kikongo qui assiste à ce cours-là, il a l'impression que ce sont ses parents, sa grand-mère, son grand-père qui sont en train de lui parler. Oui. Pour lui, ce n'est pas une langue morte. Pour lui, c'est une langue vivante. Parce que, et c'est un chercheur qui s'appelle Melo Josias, qui a sorti un livre qui s'appelle Les racines bantoues du latin, et il démontre point par point que les racines de la langue latine dérivent des langues africaines. Et d'ailleurs, on va s'arrêter là pour ce moment, puisqu'on va se revoir tout à l'heure après la pub. Il en est de même pour les mathématiques. Mais extraordinaire, extraordinaire, parce que dès moins 23 000 ans, on trouve dans la région des Grands Lacs, dont je vous ai parlé, avant l'émigration, un village qui s'appelle Ishango, où nos ancêtres joue avec les mathématiques. Ici, nous l'avons aussi. Le jeu de Wari Awali, c'est un jeu qui repose sur les mathématiques. Eh bien, avec des os de babouin, il y avait des scarifications où étaient notés précisément les nombres premiers de 0 à 20.
Et non seulement les nombres premiers, mais les nombres premiers jumeaux. C'est dire que la spéculation mathématique a commencé bien avant l'Égypte, déjà dans cette région des Grands Lacs, moins 23 000 ans avant l'ère chrétienne. Ensuite, il faut dire aussi que le harpon avec lequel nos ancêtres allaient à la pêche dans la région des Grands Lacs, c'est un harpon alors vous avez une tige en bois sur laquelle on fixe un harpon soit en os ou soit en métal. Mais la forme de ce harpon-là, c'est cette forme-là qui va donner le chiffre 1. Oui. D'accord? Et ce chiffre 1, il se dit comment? Il se dit wa. Il se dit one en égyptien ancien, et c'est exactement le même one qu'on retrouve en Guyane quand on dit one bet qui chuite. Quelque chose d'extraordinaire. Et en anglais, one aussi. Exactement, ou bien yon pour nous. Voilà, il est 13h25. Je vous rappelle que nous sommes avec Jean-Luc Divial et nous parlons de cet ouvrage, j'ose le dire, fondamental sur le Roussicam, les origines égyptiennes de la langue dite créole. On va continuer tout à l'heure avec lui, ce sera la 3e émission, donc ce n'est que la première. Si vous avez raté, vous pouvez tout retrouver sur le www.zcl.tv. On prend la pause pub, on se retrouve tout à l'heure pour développer un deuxième titre du journal et on va conclure cette première émission avec Jean-Luc Divial. Restez avec nous. Voilà, il est 13h32 dans le ZCL. Je vous rappelle que vous êtes en direct de, bien sûr, le canal 10 du ZCL de RHT, Radio Haute Tension, mais aussi de C10 FM. Je vous rappelle encore que vous êtes avec Jean-Luc Divial Sèche, comme on le dit, Diolo, et qu'on parle du Roussicam. Pour l'instant, on a pris une pause. On va parler tout à l'heure des mots du vocabulaire de notre, entre guillemets, créole. Mais alors, on revient à l'actualité avec Keïssa. Oui, Danick, on va pas loin d'ici, tout près d'ici, pour parler de la ville de Bémao qui a mis en place un dispositif d'aide à la parentalité, à savoir le CCDF, Conseil des droits et devoirs de la famille. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre des actions mensuelles en direction des familles, la ville de Bémao a organisé un après-midi récréatif nommé Une récompense bien méritée. Elle avait pour but de récompenser enfants et parents pour leur effort accompli suite à l'accompagnement du CCDF, une action qui s'est déroulée dans l'après-midi de samedi à la bibliothèque de Paul Mado. Un reportage de Chris Kevimani. Je suis très honorée d'être marraine de cette remise de diplôme du CDDF, du Conseil du droit et des devoirs de la famille. Je suis très honorée parce que peu de fois, on a l'occasion d'accompagner un enfant avant qu'il ne bascule dans la délinquance. Peu de villes, peu de communes, peu de personnalités, peu d'institutions s'engagent auprès des enfants pour pouvoir éviter qu'il ne bascule. Il faut prendre l'enfant et parfois le mal à la racine, éduquer l'enfant dès qu'on voit qu'il a parfois des comportements un peu difficiles. Et c'est ce qui est fait avec le CDDF de la ville de Bémao. Je suis très fière d'être marraine de cette première promotion, de voir qu'il y a 8 enfants, 8 qui ont réussi à avoir une vraie vie scolaire adaptée, réussie, qui sont vraiment sortis de leurs troubles grâce à un accompagnement de toutes les instances de la commune et de la ville de Bémao. Donc moi, cette fierté, je veux la partager avec toutes les autres villes, avec toutes les autres mamans, les papas qui élèvent leurs enfants, parce que pour leur dire de ne jamais baisser les bras. Et c'est le message que j'ai passé tout à l'heure en parlant aux familles, que même si son enfant a des difficultés, même si son enfant a du mal à suivre à l'école, chercher des solutions, trouver des solutions auprès de différents organismes, son directeur d'école, son proviseur, les collectivités, pour pouvoir accompagner son enfant. Alors il faut savoir que le CDDF, c'est un outil qui est mis à la disposition des maires dans le cadre de la loi de la prévention de la délinquance 2007 et qui est devenu obligatoire depuis 2011. D'ailleurs, vous voyez que nous n'avons pas attendu que l'obligation soit faite aux collectivités de 50 000 habitants et plus de le mettre en place. Nous n'avions donc aucune obligation de le faire et pourtant nous l'avions fait en 2010. Donc c'est un dispositif qui nous permet d'accompagner les familles qui sont en difficulté, qui rencontrent souvent ce sont des familles
monoparentales et qui rencontrent des difficultés avec leur enfant, souvent signalées comme par les personnes que je vous ai dit, soit en lien avec l'éducation, soit en lien avec l'absentéisme, soit en lien avec le comportement. Donc nous faisons de l'accompagnement parental, nous conseillons également ces familles, il y a un suivi avec les assistantes sociales, avec les associations telles que le CEPSI qui font un travail formidable avec leurs équipiers et les éducateurs de rue. Et nous accompagnons aussi à travers un certain nombre d'actions que nous avons mis en place au niveau de la collectivité, ces mères de famille, bien entendu, relooking. Voilà, nous poursuivons donc notre Roussicam étude, l'étude du Roussicam avec Jean-Luc Divial qui est venu nous présenter pour la première fois aujourd'hui à Canal, mais il reviendra demain et après-demain. Avec lui, on va essayer de savoir ce qui se dit dans cet ouvrage qu'il faut avoir. Et donc, on a fait une présentation assez rapide. On a parlé un petit peu de l'Égypte et de son rôle dans la création, la fondation des langues africaines. Et justement, nous arrivons un petit peu à la Guadeloupe, puisque l'objet aussi, c'est de venir à la Guadeloupe. Alors, une première chose, vous dites, Jean-Luc, la langue dite créole, et vous décidez, vous proposez comme nouveau nom de le créole, Roussicam. Vous pouvez expliquer? Alors, c'est clair qu'à partir du moment où on s'aperçoit qu'il s'agit d'une seule et même langue, qu'il s'agisse de l'océan Indien, qu'il s'agisse de la Caraïbe, qu'il s'agisse des États-Unis, ou du Venezuela, Trinidad et tout, il s'agit d'une seule et même langue. Et demain, nous aurons l'occasion d'expliquer en quoi c'est une seule et même langue. Donc, il faut un terme pour désigner cette nouvelle famille de langues qui a émergé du fait de cette période de traite européenne. Alors, bien évidemment, on se repenche sur ce que disaient les anciens. L'écriture est connue des Grecs comme étant le hiéroglyphe, mais c'est un terme qui est complètement inconnu de nos ancêtres, qui appellent leur langue Medu-Neter, enfin leur écriture Medu-Neter, ce qui signifie, excusez-moi, les paroles divines. Mais la langue porte un autre nom, et le professeur Bilolo, Moubabingue Bilolo, qui est historien, philosophe, égyptologue, il a démontré que non seulement cette langue n'avait pas disparu, mais qu'elle était toujours parlée. Et donc, ces travaux l'ont conduit à retrouver le nom antique de la langue, qui s'appelle Chikam. On retrouve aussi Boukam ou Bakam. Et nous sommes les locuteurs qui reparlons cette langue. Et le préfixe qui sert à désigner ce qui se refait, ce qui se redit, c'est Wem. Et c'est ce Wem de l'égyptien ancien qui est devenu le Wou chez nous. Et les personnes âgées comprendront facilement quand je dirais par exemple qu'on dit Woupati pour repartir, Wouvini pour revenir, etc. etc. Et donc, comme nous sommes des nouveaux locuteurs du Chikam, nous sommes des Wuchikam. Voilà. C'est un terme technique pour désigner cette continuité historique de la langue et en même temps pour nous reconnaître comme locuteurs issus d'une même famille linguistique. Donc ça veut dire, en termes clairs, qu'on ne dira plus je parle créole, mais on va parler Roussicam. Oui, ça c'est... Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal, mais c'est, je pense aussi à tout un chacun de décider après de l'adopter, quoi. On n'impose rien. On n'impose rien, mais ça, disons que c'est quelque chose qui vient naturellement. Non, parce qu'il faut quand même dire aux Guadeloupéens, et je suppose qu'il y en a qui le savent, que créole, ça vient de criollo, qui vient un mot portugais au départ, et que ça désignait simplement au départ, premièrement, les Blancs qui vivaient dans la colonie. Oui, et que c'est par extension qu'on est devenu des créoles, finalement. Oui, oui. Mais ils n'étaient pas en position d'imposer une langue. Il y avait le surnombre de nos ancêtres par rapport à eux. Oui, bien voilà. Sûr. Et en plus de ça, on ne les éduquait pas, hein, nos ancêtres. Ils n'avaient pas le droit à l'instruction. Donc, à quel moment ils auraient pu apprendre des choses? Et puis, il y a aussi une contradiction. On s'aperçoit que si on prend le cas de la Guadeloupe, les premiers de nos ancêtres qui arrivent, ils arrivent vers 1643.
Or, en 1770, on a une langue qui fait déjà état de la langue dite créole bien structurée. Adieu Foulard, adieu Madras, Doudou en moins qui capati. Oui. Ça fait 127 ans. En 127 ans, c'est grand-mère, maman, petite fille. Oui. Mais, On n'a pas le temps de créer une langue. mais non, Oui. mais non. Logiquement, C'est un processus bien plus long que cela. Une langue ne se crée pas en un siècle et demi, ça s'est fait nulle part. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de recherches qui essayaient de trouver l'origine du, entre guillemets, du créole, du wushikam, on va dire. Et aujourd'hui, bon, on commence à avoir quelques pistes sur ça. Alors, on va essayer d'être concret parce que les gens nous regardent, Voilà. ils nous disent, mais cassez, mais c'est qu'à dire là, qui bitin, il y a quoi parler là, cassez ça, créole en moins pède, qu'on a ces wushikam. Alors, est-ce que je l'ai vu dans le bouquin, mais il faut peut-être le dire aux Guadeloupéens qui nous regardent, des mots du vocabulaire dit créole ou wushikam qui sont d'origine égyptienne ou Eh bien, africaine. On y va tout de suite? Oui. D'accord. Donc, on va faire confiance au scribe et nous allons observer. Alors, image numéro 1, s'il vous plaît. Image 1, Nathan. Alors, si vous voyez cette image, le scribe vous montre quelque chose. Vous voyez qu'il y a un bras qui tient quelque chose et qui a plutôt tendance à le tenir. Oui. Donc, en fait, il ne vous montre pas ce qui est contenu dans la main. Il vous indique que nous sommes dans le registre du don. Oui. D'accord? L'offrande, oui. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vous tend quelque chose. Mais je veux demander à nos téléspectateurs de penser à ce mot qu'on vous dit quand on vous tend quelque chose. Et ce mot-là, c'est quoi dans notre langue? Ce mot-là, quand on vous tend quelque chose. Mi. On vous dit mi. Alors, image numéro 2. Image numéro 2. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont devant leur écran, que mi, chez nos ancêtres, ça veut dire... Il y a l'opposition de mi. Voilà, donc ça veut dire prends, et chez nous, ça veut dire tiens. Oui. Nous sommes dans le même registre. Image suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, vous voyez que le bras, il retient la chose. Oui. D'accord. Donc, il n'est pas en train de vous le tendre. Ouais. Et là, c'est pour marquer la possession. Mais chez nos ancêtres, on ne dit pas que j'ai quelque chose. On dit que la chose est avec moi. Oui. Exactement comme quelqu'un dira, ah, tu sais, je suis avec un tel. Ça veut dire que c'est la personne qui partage sa vie. Tout à fait. D'accord. Et donc, alors, image suivante, si vous voulez. Image 3, Nathan. Image. Voilà. Donc, vous voyez que là, nous sommes dans le registre de la possession et là, c'est ni. Oui. D'accord? Alors, malheureusement, j'ai pas le recul des images pour mieux les commenter, parce que je ne vois pas ce qui est écrit, c'est un peu... Je m'en excuse. Hein. Bon, mais on peut passer à l'image suivante. Plein écran, Voilà. Nathan. Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, ici, cette image vous permet de voir exactement comment nos ancêtres écrivaient originellement. Ce n'est pas un système alphabétique, c'est un système de métaphore et d'homonymie. Quand on a une graphie, les éléments se prononcent pareil. Alors, vous avez par exemple une calebasse, que nous connaissons bien ici, et vous avez un poussin de caille, c'est-à-dire un poussin. D'accord? Et vous voyez que le poussin se dit cou, Oui. ce qui veut dire que la calebasse se dit également cou. Ce qui veut dire que aussi, si vous ne savez pas comment prononcer le nom du poussin de caille, mais que vous savez prononcer la calebasse, vous avez lu tout le mot. Oui. Et inversement, si vous savez le nom du poussin de caille et que vous ne connaissez pas le nom de la calebasse, vous avez lu le mot. Tout à fait. Vous voyez? Donc c'est un système qui est fait pour fixer toutes les langues du continent, y compris la nôtre. D'accord? Image suivante, s'il vous plaît. Alors vous voyez, à partir de cela, vous avez l'homonymie entre le cou qui est le volatile et la volaille et cou qui est la calebasse. Alors par exemple, nous allons avoir la racine du mot cuit, la racine du mot cal, la racine qui va dériver vers le mot zécal, parce qu'en fait, on considère aussi l'écorce solide de l'ustensile. Et d'un autre côté, vous allez voir que nous avons cou volaille qui donne tio ou tcho, parce qu'il faut savoir que dès le proto-bantou, c'est-à-dire avant l'Égypte, il y a déjà cette différence entre ceux qui disent qui, comme nous on va dire pouki, et ceux qui disent pouchi, comme en Martinique. Oui. Et là, donc, on dit tcho. D'accord? Ensuite, donc, le radical pour désigner la volaille, c'est la racine cou qui devient ko parce que le ou se réalise en o. C'est-à-dire que le ou devient o dans le temps. Et donc, ce qui nous donne le mot jaco. Jacques,
c'est la parole. Oui. Et ko, c'est la volaille. Donc ça veut dire qu'un jaco, c'est un oiseau qui parle. Voilà. Donc on peut continuer, s'il vous plaît. Image suivante. Alors vous voyez, donc ça sert aussi à désigner tu, te, toi. Et donc c'est quand le cas disparaît qu'on arrive à où. Quand on dit où fait tel bitin, où dit tel bitin. Voilà. Donc vous voyez que déjà la conjugaison est conforme à l'égyptien ancien. Ensuite, on arrive par métaphore à la notion affective. C'est-à-dire que ce co va devenir chéri, mon poussin. Et donc ce qui fait que parfois on appelle les gens ouais Jean-Co, oui. Comme des gens m'appellent Co, Oui. ou alors Coco, ou alors Coco Lobino, vous voyez. Oui. Et puis il y a aussi le tchon, c'est-à-dire le petit chignon que les femmes font quand elles n'ont pas beaucoup de cheveux, qui en fait a l'image d'un petit poussin. Voilà. Donc on peut continuer s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que dans notre langue, les mots pour désigner le pain, la femme et le milieu, le cœur, le centre, sont homonymes. Alors, dans les langues africaines, on va retrouver par exemple Kati qui désigne le pain, Kati qui désigne la femme, Kati qui désigne le milieu. D'accord ? Et donc, c'est cette association entre la femme, le nom de la femme et le nom du milieu qui débouche sur le concept de femme poteau mi-temps. Ce qui veut dire que la femme est sacrée et que si on enlève les femmes de la société n'a plus d'avenir, elle s'effondre. C'est pas toute la responsabilité sur la femme et l'homme est démissionnaire. C'est ce qu'on cherche à nous faire croire. Mais en fait, ça veut dire que la femme a une dimension sacrée parce qu'elle est la seule qui a l'image du divin, selon nos ancêtres, est capable de donner la vie. Voilà. Image suivante, s'il vous plaît. On va prendre la dernière image. Oui. On va prolonger demain. Oui, alors, donc, on arrive à quelque chose de très pratique parce que ce catipin donne la racine kit et qui nous donne le mot bokit, donkit, dukun, kassav, parce que le K ou le T peut se réaliser en S. Et donc, ça explique aussi le migan parce qu'on a aussi moukati, mougati pour le pain. Et donc, ça nous donne le migan à Kassan, en Haïti. Et ce qui fait que parfois, dans les années 80, on désignait les jeunes filles du nom de pain. Certaines n'appréciaient pas, on peut comprendre. Et en Martinique, chou. Oui. Pourquoi ? Et personne ne sait comment c'est arrivé. Mais en réalité, c'est une association entre les mots du pain et de la femme qui explique cette relation. Voilà. Okay. Voilà pour ce premier décattement du Roussicam avec Jean-Luc Diverne en direct. On se retrouve demain pour la suite, après-demain, peut-être même une quatrième, on verra. Il est un petit peu tard, mais il fallait faire cet effort. Oui, il est 13h47. Il y a des choses qui sont essentielles pour la Guadeloupe et il faut prendre le temps pour donner aux choses essentielles le temps qu'il faut. On continue le journal avec notre ami. Oui, un dernier mot. Juste pour annoncer la conférence. Oui, alors, ce week-end, je serai en Martinique, à l'invitation de l'association Lakou Sankofa pour un cycle de conférences que je vais donner. Et donc, à Rivière-Salée, et aussi, alors, je vous donne très précisément le lieu. Alors, ça sera au restaurant Lodica à partir de 18h le vendredi 15 décembre. Donc, où nous aborderons en fait une présentation générale du livre. Et le lendemain, de 17h à 21h, nous allons aborder l'incidence de la méthode d'écriture de notre langue par telle que nos ancêtres l'ont conçue. L'incidence de la langue égyptienne sur notre vocabulaire, comment retrouver les racines, comment retrouver nos noms de famille, que signifient nos traditions, voilà. Okay. Donc je donne rendez-vous à mes sœurs et frères de Martinique. Ça sera dans un lieu qui s'appelle Orga Pays, c'est au chemin Pompon Soldat à Ducos, voilà. On va le rappeler de façon demain et après-demain. Voilà, il est 13h49. Keïcha, vous avez 19 minutes pour terminer votre journal. Comme vous le saviez, pour la plupart, chaque année, la Croix-Rouge française organise un arbre de Noël au profit des enfants défavorisés de notre département. À l'occasion de ces fêtes de fin d'année, la délégation territoriale de la Croix-Rouge française de Guadeloupe vous a accueilli samedi à la salle Georges Tarrer de Pointe-à-Pitre, un moment de joie et de bonne humeur. Voyons les images de Chris Kévimani. Eh bien, nous sommes tous contents. Les familles ont répondu présent.
Nous avons tout fait pour que les enfants soient heureux, avec des jeux, avec des chants. Et là maintenant, nous avons notre Père Noël qui est en train de distribuer des cadeaux pour les enfants. Alors bien sûr, nous avons eu des chants, le jeu musical, la danse sur papier. Nous avons eu bien entendu la chasse aux boules. Au lieu de faire une chasse au trésor, on a fait une chasse aux boules pour que les enfants puissent faire le sapin de Noël. Cet arbre de Noël a accueilli énormément d'enfants parce que, comme vous devez le savoir, aujourd'hui, beaucoup de familles sont défavorisées et nous essayons de les aider au mieux que nous pouvons. Ils nous viennent des assistantes sociales et c'est elles qui nous les envoient et nous les accueillons avec beaucoup de plaisir. J'ai trouvé que c'est bien pour toutes les mères de famille, pour les enfants. Ça nous fait du bien pour nous, pour notre enfant. Plutôt pour les enfants, ça les fait du bien. Ils voient d'autres personnes, d'autres enfants. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose pour participer, pour les enfants. Et rien à dire, quoi. Oui, je trouve que tous les enfants, ils ont bien participé, ils ont été bien épanouis. Et ma petite fille, je trouve que c'est bien, ça lui fait voir d'autres choses, découvrir. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Vendredi soir, la région Guadeloupe, la Société d'économie mixte patrimoniale et le Mémorial Act ont eu le plaisir de vous recevoir au vernissage de la nouvelle exposition temporaire intitulée Solitude et Relations. Une nouvelle exposition temporaire qui aura lieu du 9 décembre 2017 au 29 avril 2017 en partenariat avec le Musée de la Caraïbe, Barranquilla, Colombe. Des images de Chris Kevimani. C'est un hommage d'abord à deux immenses auteurs caribéens, Gabriel Garcia Marquez, donc prix Nobel de littérature colombien de naissance, mais de la côte caraïbe de la Colombie, pas des plateaux andins, et Édouard Glissant, donc, tous deux de la Martinique, tous deux réclamant leur œuvre comme ancrée dans cette mer Caraïbe. À l'origine de cette exposition, c'est l'acquisition en 2014 par le Conseil régional de Guadeloupe du fonds Glissant, la collection d'art contemporain qu'Édouard Glissant a réunie toute sa vie durant, où il a mené une vie très proche des peintres de son temps, des artistes, Wilfredo Lam, Mata, Cardenas, pour ne citer qu'eux. Après sa mort, eh bien, ce fonds a été racheté par la région Guadeloupe pour éviter qu'il soit dispersé. Donc l'exposition montre ces deux auteurs. Nous avons dans l'exposition des vidéos, des images de documents historiques qui ont accompagné leur vie, qui ont accompagné leur combat, qui ont accompagné leur création. Et puis également, et c'est je crois une des qualités de cette exposition, comment leur œuvre, comment leur pensée, leur itinéraire dialogue avec des créateurs. Dialogue avec des créateurs d'hier, alors des artistes du fonds Glissant, Mata, Wilfredo Lam, etc., mais des créateurs d'aujourd'hui. Donc l'idée de donner à voir, c'est-à-dire de partir du texte des auteurs, de ne pas trahir le message de chacun des deux auteurs, de réfléchir à ce qui les unit, mais à partir de ça, de donner à voir, de donner à rêver et de donner envie aux visiteurs de mieux connaître les œuvres pour mieux comprendre la Caraïbe et du coup mieux exister aujourd'hui. Et puisque 2017 est l'année France-Colombie, eh bien nous avons décidé de faire dialoguer deux pensées caribéennes, Édouard Glissant donc, et Gabriel Garcia Marquez. Donc ce sont ces raisons-là qui font que nous sommes aujourd'hui dans cette organisation du Mémorial Act. Un long temps pour mener un travail auprès des jeunes, des lycées bien évidemment, puisque ce sont deux auteurs importants, majeurs, et puis également du public guadeloupéen qui va découvrir un autre type d'exposition au Mémorial Act. L'exposition va durer jusqu'au 29 avril, donc 5 mois à partir d'aujourd'hui. Et vendredi, notre correspondant Stanley Manicor a pris le bateau. Il est parti pour la nouvelle traversée transatlantique qui relie Danick
qui relie Lanzarote à Marie-Galante. Elle a quitté samedi 18 novembre Lanzarote aux Canaries à destination de Saint-Louis de Marie-Galante. La région Guadeloupe, partenaire majeur de cette transat conviviale, convie la population à venir accueillir ses plaisanciers lors de la semaine d'animation proposée à Saint-Louis. Les arrivées s'étaleront du jeudi 7 au 14 décembre 2017. Des images de Sandé Manicor. Satisfaction d'arriver ici à Marie-Galante, super île, et satisfaction d'être arrivé premier de la flotte du rallye des îles du Soleil. Voilà, ça a été une longue traversée avec une météo un peu capricieuse qui nous a imposé de faire pas mal de routes en plus. Une vraie transat en fait, avec ces grands instants de joie, ces petits quotas de galère également, comme tout le monde, mais on garde surtout le meilleur, qui sont les grandes glissades sous spi en plein milieu de l'océan, voilà, à surfer les vagues. Et à se donner des bonnes sensations d'adrénaline. Le poisson pêché, on a eu une bonne dizaine de coryphènes, les dauphins qui sont venus jouer dans nos étraves, les super nuits étoilées avec du plancton dans le sillage qui nous donnait l'impression d'être un vaisseau en plein milieu de l'espace. Et voilà, plus l'ambiance à bord, on avait un super équipage, on a excessivement bien mangé, enfin voilà, que c'était vraiment une très très bonne traversée, une très très bonne transat. Et voilà, et on espère la renouveler assez rapidement. Marie-Galante, c'est un événement qui se veut être phare à venir en tout cas. C'est une première édition, donc c'est sûr que pour le moment, nous sommes en période de rodage, mais c'est un remplacement de la Transat Belle-Île-en-Mer Marie-Galante. Donc porté par la région Guadeloupe, c'est une organisation de la région de Guadeloupe avec comme point final à Marie-Galante. Donc bien sûr, la communauté de communes que nous représentons s'est fait fort d'être partenaire de cette manifestation puisque c'est un intérêt économique pour tous les Marie-Galantais. Marie-Galante, c'est mon pays d'adoption. Ça fait plus de 20 ans que j'habite à Marie-Galante, donc du coup, je ne pouvais pas ne pas faire une transat qui arrivait chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai participé à ce rallye. Après pour moi c'est aussi ma 6e transat, voilà, j'ai été premier Guadeloupéen sur la dernière route du Rhum, donc en représentant Marie-Galante. Donc là je représente aussi Marie-Galante, la région, et sur ce rallye, et en même temps je me suis servi pour faire un entraînement sur place. Le but en fait ultime de cette manifestation, c'est de faire venir des gens à Marie-Galante. Cette année, première édition, il n'y a que 10 bateaux qui vont arriver à Marie-Galante, mais ce sont 70 personnes autour de ces 10 bateaux. L'an prochain, nous pensons monter, avoir plus de bateaux pour arriver, on espère, à 300 bateaux, à 300 personnes autour d'une trentaine de bateaux. Donc événement qui va augmenter l'attractivité de l'île, et c'est ça le but, c'est faire vivre Marie-Galante, mettre les feux des projecteurs sur Marie-Galante une fois de plus pour arriver, pourquoi pas, dans 10, 15, 20 ans, à un événement majeur comme l'est le Festival Terre de Blues. Laurent Wauquiez vient d'être élu président de notre famille politique avec un score de 74,64%, soit 73 554 votes. À cet effet, Sonia Petro, présidente de LR Guadeloupe, a tenu à lui adresser ses plus chaleureuses félicitations et à l'assurer de leur soutien dans la mission qui est désormais la sienne. La Fédération de la Guadeloupe prendra sa part à la réussite des défis collectifs qui nous attendent. Notre premier défi, dit-elle, sera de construire les conditions de l'unité pour bâtir un projet commun où chaque sensibilité pourra s'exprimer à être représentée. Et on finit le journal avec une brève sur la crèche Bambinou. Le jeudi 7 décembre, comme nous vous l'annoncions, les parents ayant choisi la crèche Bambinous Palace située à La Jaille sur le territoire de la commune de Bémao ont été informés de la fermeture définitive de la structure au 31 décembre 2017. Une telle information transmise à 20 jours de son application ne laisse aucune latitude aux parents des 150 enfants et à la quarantaine d'employés pris au dépourvu à la veille des fêtes de la fin d'année. Aussi, ce lundi 11 décembre, tous les parents se sont mobilisés dès 8h30 pour crier leur mécontentement. Ils veulent se voir offrir la reprise de la continuité de l'activité de la crèche au 1er janvier 2018. Et pour ceux qui nous ne rejoignent que maintenant, il est 13h58, nous allons faire un petit retour sur nos titres. Nous avons vu aujourd'hui, avec l'inauguration de l'espace bien-être de Ravin Chaude, une action qui s'est déroulée dans l'après-midi de samedi à 7. Occasion, nous avons écouté le maire de la ville du Lamentin, Jocelyn Sapoti, nous dire quelques mots. Et nous sommes redescendus sur la Grande Terre, plus précisément à la salle Georges Tarrère de Pointe-à-Pitre, où samedi avait eu lieu un arbre de Noël qui avait été organisé par la Croix-Rouge, une action qui revient chaque
chaque année. Et nous avons fini le JT d'aujourd'hui en partant à Marie-Galante pour le rallye des îles du Soleil. C'était la nouvelle traversée Lanzarote à destination de Saint-Louis. La région Guadeloupe est le partenaire majeur de cet événement. Et voilà, il est 13h59. Bon appétit, je vous le redis encore. Nous sommes en direct de C10FM 103, mais aussi de RHT 89.8. Merci de nous avoir écoutés, mais aussi de nous avoir regardés. On se retrouve demain pour un nouveau ZCL, nous le rappelons. Nous recevrons encore Gilles Casimir, à nouveau. Non, Jean-Luc Vivial. Jean-Luc Vivial, à nouveau pour un dialogue avec Danick. Sur le Wisicam. Sur le Wisicam.